Je vais m'asseoir à côté de vous, alors. Parfait. Non, mais restez avec moi. Du coup, non, vous voulez pas rester, sinon je vais me sentir un petit peu seule. Je vais me sentir un petit peu seule si tout le monde s'en va. Mais restez là, restez là. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cet honneur de porter un modeste, cependant, mot de conclusion. Alors oui, l'eau, cette molécule qui nous semble banale aujourd'hui, est sans doute la ressource qui représente le défi le plus urgent et la conséquence la plus visible du changement climatique. Notre pays occidental, malgré ses privilèges, n'est pas épargné évidemment par cette urgence et même sous nos latitudes, nous avons pu constater en quelques mois, et voilà, on est vraiment sur des durées qui se raccourcissent de plus en plus, en quelques mois, des conditions, des phénomènes exceptionnels, que ce soit par leur amplitude, que ce soit par leur fréquence sur notre propre territoire. Et donc on a pu voir effectivement des crues, des inondations, ou au contraire des sécheresses, et parfois même concomitantes, avec un pays coupé en deux dans finalement les phénomènes hydrologiques qu'on a pu constater. Alors bien sûr, on l'a vu dans toutes les différentes interventions de cet après-midi, on a besoin d'actionner différents leviers pour pouvoir relever ce défi-là, à l'échelle des politiques publiques, bien sûr, pour définir de nouvelles règles, de nouvelles directions, de nouvelles décisions, potentiellement sur la valeur. J'ai bien dit valeur et pas forcément coût, mais la valeur que nous souhaitons attribuer à cette ressource indispensable qu'est l'eau, et surtout probablement une nouvelle vision du territoire, avec une vision beaucoup plus bio-régionale de notre territoire, au-delà de ses limites conventionnelles administratives. À l'échelle de la montée en compétences, parce que si on veut pouvoir adresser ce défi-là, évidemment, il faut avoir des compétences demain pour pouvoir les adresser, mieux comprendre les phénomènes et mieux savoir agir. À l'échelle des infrastructures, pour pouvoir être plus sobre et réduire nos besoins en eau, tout en augmentant à la fois la récupération, le retraitement, et donc travailler sur nos infrastructures. Tout ça repose évidemment sur l'innovation, et on a eu plusieurs exemples de nouvelles technologies qui ont pu être pitchées par des porteurs de projets, des chercheurs ou des startups, ou encore des initiatives remarquables exposées par les entreprises. Mais peut-être que le plus important est de pouvoir évoluer dans notre propre posture d'homo sapiens. Alors homo sapiens, ça veut dire l'homme qui sait. Et donc les êtres humains que nous sommes et qui maintenant savons, avons probablement un changement de posture à opérer dans notre relation avec cette ressource que nous avons cru peut-être beaucoup trop banale, alors qu'en fait c'est un vrai luxe, et que cette ressource clé est finalement un or bleu. Et cet or bleu, il est déterminant, pas que pour Homo sapiens, mais pour toute forme de vie sur Terre. Et elle a été fondamentale, cette ressource, pour garantir l'apparition même de la vie sur Terre. Dans sa forme liquide, elle est le solvant universel, et c'est celle qu'on va retrouver pour partie essentielle dans la composition moléculaire de toute cellule vivante. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, l'histoire de la biodiversité est intimement liée, en fait, à l'histoire de l'eau. Et quand je parle ici d'histoire, je parle bien de la grande histoire, l'histoire avec un grand H, celle qui a permis donc l'émergence de cette vie et l'évolution de la vie sur Terre pour aboutir à des cellules, elles-mêmes organisées en organes et en colonies plus complexes de cellules telles que l'être humain. Et nous ne sommes finalement aujourd'hui que des colonies de cellules, là, à discuter entre nous de cette ressource clé dans laquelle nos ancêtres sont nés. Mais d'ailleurs, quand on parle de cette grande histoire de la vie sur Terre, là, j'ai envie de vous interroger, parce qu'en général, je suis toujours surprise des réponses. La vie sur Terre, elle est apparue il y a combien de temps à peu près, en ordre de grandeur ? Il y en a une qui triche, elle connaît très bien la réponse. Ouais. J'ai entendu millions. Non.
Non, vous avez le bon ordre de grandeur. Souvent, les gens se trompent. Ils disent plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions. Non, c'est 3,8 à 4 milliards d'années. C'est évidemment un chiffre qui est très difficile à appréhender pour un cerveau humain. C'est pas du tout les ordres de grandeur de temporalité que notre cerveau a évolué, a pu en fait assimiler par l'évolution. Et donc 4 milliards d'années, moi j'aime bien essayer de transposer ça par rapport à des distances, parce que c'est beaucoup plus facile pour un cerveau humain de comparer des échelles de distance que parfois des échelles de temps. Et donc imaginez que 4 milliards d'années, c'est la distance Paris-Marseille. 300 000 ans qui est l'apparition de l'homme sur Terre. C'est en gros, je pars d'ici et je vais au bout de la salle sur mon trajet Paris-Marseille. Et la révolution industrielle, je fais à peine un pas, même pas sur la scène de cette estrade. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont évidemment extrêmement longs. Et pendant cette très longue durée, depuis l'ancêtre moléculaire on va dire de l'ADN jusqu'à ces colonies de cellules en train de débattre entre elles, eh bien, il y a 4 milliards d'années de R&D, de recherche et développement, puisque par essai-erreur, eh ben, les espèces biologiques ont dû trouver, entre guillemets, sans intention, mais par l'évolution, elles ont été sélectionnées par leur capacité à savoir gérer les ressources, à pouvoir se déplacer, à pouvoir se reproduire, à pouvoir communiquer. Et donc aujourd'hui, la très grande diversité d'espèces qui nous entourent est un remarquable réservoir d'innovation pour pouvoir repenser le monde de demain. On a combien d'espèces qui nous entourent? Je ne parle pas en nombre d'individus, mais en nombre d'espèces à peu près, en ordre de grandeur. Mais votre voisine, elle triche, elle me casse tous mes effets. Non, je connais très bien Hélène et c'est pour ça que je la taquine. Et donc on estime au moins 10 millions. Quand on dit qu'on estime au moins 10 millions, c'est parce qu'en fait on ne peut pas les compter. En fait, on fait ça par échantillonnage et donc on va aller compter un certain nombre d'espèces à un endroit donné et puis après par extrapolation. Et par extrapolation et par statistique, on va estimer qu'il y a à minima 10 millions d'espèces, 10 millions d'autres espèces sur Terre. Et donc, selon que ces espèces, elles vivent en milieu aride, en milieu tropical, en milieu polaire, en eau douce ou en eau de mer, et bien toutes ces espèces-là, puisque l'eau est une molécule absolument indispensable à toute forme de vie, eh bien elles vont avoir développé des stratégies pour pouvoir gérer soit la rareté, soit la surabondance, soit l'enjeu de la salinité, alors qu'on a une différence très forte de salinité entre la circulation sanguine et l'extérieur, le changement d'état, ou encore la purification et ou l'extraction de molécules utiles diluées dans l'eau. Et donc on s'inspire aujourd'hui par exemple du tardigrade. Le tardigrade, c'est un petit arthropode, et donc ce tardigrade, selon les espèces qu'on considère, on appelle ça des extrémophiles, ils sont capables de se lyophiliser intégralement, et puis quand les conditions sont à nouveau favorables, eh bien ils regonflent, ils repartent. Et donc voilà, et ça leur permet de résister à des conditions extrêmes. On va s'inspirer de cette chimie du vivant plus largement pour pouvoir repenser notre chimie douce et donc finalement refaire de la chimie conventionnelle un peu plus industrielle, d'habitude dans des solvants qui sont des solvants pas terribles pour l'environnement, pour les repasser justement dans l'eau, pour faire exactement comme le font n'importe quelle cellule vivante. On va s'inspirer des membranes cellulaires pour pouvoir fournir de l'eau ultra pure, parce qu'en fait, vous avez sur nos membranes cellulaires des canaux qui permettent de faire passer la molécule d'eau et uniquement la molécule d'eau. Vous avez, ça a été présenté tout à l'heure, comme l'entreprise Spuma, des entreprises qui vont essayer de s'inspirer du vivant pour pouvoir lutter contre les PFAS. On va s'inspirer du mucus des méduses. Les méduses, c'est composé à 98% d'eau. On va s'inspirer de leur mucus pour capter les polluants qui sont dissous dans l'eau. Et puis après, si on change d'échelle un petit peu, on va s'inspirer du cycle de l'eau dans les écosystèmes pour pouvoir repenser la façon dont les usines vont demain pouvoir aussi réutiliser et penser le parcours de l'eau en fait, dans le processus industriel.
Et puis, voilà, certains acteurs en ont rapidement parlé aujourd'hui. On va s'inspirer de zones humides. On va créer même des zones humides artificielles pour améliorer la qualité de l'eau qui va être rejetée dans l'environnement. Bref, ces exemples sont très nombreux de la façon dont on peut s'inspirer du vivant. Et moi, j'ai le plaisir et l'honneur de piloter le développement du CBIOS. CBIOS, c'est le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Et donc, vous l'aurez compris, le biomimétisme, c'est cette approche qui consiste à s'inspirer du vivant pour innover et pour concevoir des solutions soutenables. Et nous avons, avec un nombre croissant d'acteurs, on est un réseau maintenant de plus de 500 acteurs nationaux, on a cette conviction qu'on a beaucoup à apprendre des stratégies développées par le vivant et qui ont été donc éprouvées par ce processus d'évolution. Et dans cette société humaine qui se cherche et qui manifestement a besoin de changer de trajectoire, eh bien, nous pensons fermement que le vivant pourrait être une nouvelle référence de développement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.